pour un nouvel update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. En fait c'est comme d'habitude mais c'était pas gagné parce que ces derniers temps j'accorde moins de temps à la lecture et je passe plus de temps à regarder des séries. Mais en général je divise mon temps perso de loisirs entre les séries télé et la lecture. Et là ces derniers temps j'ai passé plus de temps à regarder des séries parce que je veux me mettre à jour et je suis toujours pas à jour et ça me désespère qu'à lire, et du coup fatalement j'ai moins lu. Mais comme j'ai abandonné 2 livres, du coup j'en ai quand même 4 à vous présenter. Le premier que j'ai abandonné, je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps dans mes livres en pause, donc c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Je sais plus à quelle page j'étais, je devais en avoir lu à peine 20 ou 30 avant de le reprendre, et je l'ai finalement abandonné à la page 164, donc à peu près à la moitié du livre. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on m'a vendu ce livre pour de mauvaises raisons. Et le résumé qu'on m'en a fait correspond pas à ce qu'on y trouve, en tout cas correspond pas à ce que je m'attendais à y trouver, vu ce qu'on m'en avait dit. Ce qu'on m'en avait dit, c'est qu'on allait rencontrer 2 adolescents qui se rencontrent sur le toit de leur lycée, prêts à se suicider, et qui, parce qu'ils se rencontrent, ne se suicident pas. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. On rencontre effectivement Finch et Violette qui sont tous les deux sur le toit du lycée, prêts à se suicider et qui se rencontrent et qui du coup se suicident pas. De ce côté-là, je suis d'accord, sauf que en fait, aucun des deux n'est monté sur ce toit avec la réelle intention de sauter. C'est-à-dire que je suis persuadée que même s'ils s'étaient pas rencontrés, ils n'auraient pas sauté. Ils n'avaient pas vraiment envie de se suicider. Du coup, c'est pas parce qu'ils se sont rencontrés qu'ils se suicident pas. Ils ont pas sauté parce qu'en fait, ils n'avaient pas réellement envie de sauter. Alors, c'est le destin qui a voulu, je sais pas quoi, qui a voulu qu'ils se rencontrent là-haut et que du coup, ils sautent pas, mais je suis persuadée qu'ils n'avaient pas réellement envie de sauter. Ils sont montés parce qu'ils se sentaient mal à l'aise, parce qu'ils se sentaient pas bien et parce qu'ils savaient pas trop quoi faire, mais ils voulaient pas réellement se suicider. Du coup, le résumé est un petit peu menteur là-dessus parce que il n'y a pas de réelle envie de suicide ni chez l'un ni chez l'autre. Ou alors, si c'est le cas, c'est très mal retranscrit pour moi. Et donc voilà, on va rencontrer Finch et Violette qui sont extrêmement opposés. Ce qui m'a dérangé aussi, c'est qu'on a affaire à des clichés, mais ça m'a dérangé parce que, vu l'histoire de base, vu le sujet méga important, je m'attendais pas à rencontrer des clichés pareils et des trucs aussi répandus. En fait, ça m'a saoulé vraiment. On a d'un côté Finch, le gars pas trop aimé du lycée, que les gens passent leur temps à critiquer, un petit peu solitaire, qui a pas beaucoup d'amis, blablabla. Et de l'autre côté, Violette, fille parfaite, super belle, super magnifique, qui sort avec le sportif du lycée, qui est dans les pom-pom girls, fait partie du groupe des filles les plus populaires, que tout le monde adore, blablabla. Enfin bref, 2 clichés ambulants. Et donc ils se rencontrent sur ce toit. Et ensuite, Finch demande à Violette de se mettre avec lui pour un projet scolaire. Alors là, on est au summum du cliché, enfin, franchement, voilà. Et donc, du coup, à partir de là, ils vont devoir se voir régulièrement pour ce projet-là, et blablabla. Franchement, ça m'a saoulé, en fait. Autant de clichés rassemblés dans un même livre, ça me saoule. Alors, peut-être que ça m'aurait pas saoulé si on avait à faire une romance normale, sauf que le sujet principal du livre, c'est censé être le mal-être de ces deux adolescents, et le pourquoi du comment ils sont arrivés sur ce toit-là, avec vaguement l'envie de se suicider, même si clairement il l'aurait pas fait. Je suis persuadée qu'il l'aurait pas fait, même s'il s'était pas rencontré sur ce toit. Mais franchement, ça m'a saoulée en fait. Et l'autre problème que j'ai eu, c'est que Finch est inaccessible. C'est-à-dire que il n'y a aucun moyen de s'attacher à lui, il n'y a aucun moyen de le comprendre parce qu'il nous cache une grande partie de sa vie. On comprend qu'il est presque dépressif, il a une espèce de maladie, je pense même qu'il est bipolaire. Voilà, ça marche par période dans sa vie, mais il nous dit pas clairement c'est quoi sa maladie, il nous dit pas clairement ce qui se passe quand il est dans des phases de sommeil, il appelle ça, parce qu'il passe son temps à dormir apparemment. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à bien le comprendre, on n'arrive pas à savoir exactement ce qui se passe, et du coup on n'arrive pas à s'attacher à lui. Et moi j'arrive pas à lire un livre si je m'attache pas au personnage principal masculin. Si le personnage féminin m'énerve, m'agace et que c'est une crouche au possible, j'ai beau adorer le personnage masculin, ça n'ira pas. Mais je sais pas, j'ai besoin de m'attacher au personnage masculin, et là c'est pas le cas, c'est pas du tout possible en fait. Et puis ce qu'ils font est pas franchement intéressant. En fait, c'est un quotidien banal et c'est une histoire banale. Et moi on m'a vendu ça comme un livre sur le suicide et c'est pas le cas en fait. C'est juste un livre avec 2 adolescents qui se rencontrent et qui vont potentiellement tomber amoureux et blablabla. Mais le suicide n'est qu'une excuse pour les faire se rencontrer et n'est pas réellement abordé dans ce livre. Et du coup j'ai été extrêmement déçue. En fait, moi je m'attendais pas à ça du tout. Alors tout le monde a adoré ce livre, on m'a dit ouais c'est trop génial, blablabla. Bah en fait non. Voilà, pour moi c'est un livre banal sur 2 adolescents qui se rencontrent et qui sont amoureux. Et c'est dommage. Ensuite j'ai lu Maléfice de Maxime Chatham, et là on va passer à du positif de chez positif.
Donc c'est le tome 3 de L'âme du mal, je reviendrai après sur le tome 3, tome 1, tome 2, tout ça. Je le cherchais, donc j'ai lu le tome 2 fin octobre, début novembre je crois, et depuis, je cherche activement ce putain de livre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dans un magasin d'occasion, je le cherche, je fouille, je retourne tout le rayon des thrillers pour le trouver, et je ne le trouvais jamais. Et un jour où je devais récupérer mon père à son travail, je vous raconte ma life, du coup c'était absolument pas prévu que j'achète des livres, mais j'étais en avance, la librairie était juste à côté, du coup je me suis dit bah je vais y aller. Je suis rentrée dans le magasin pour m'occuper en fait. J'avais juste 5-10 minutes à perdre. Plutôt que d'attendre dans ma voiture, je me suis dit je vais me balader, je vais regarder. Et oh miracle, je suis tombée dessus. J'ai hurlé de joie dans le magasin, mais je me suis retenue. Je l'ai pris, j'ai été à la caisse, j'ai même pas réfléchi. Et en attendant mon père, j'ai lu la première page. Voilà, ça vous donne un envie d'à quel point je suis atteinte, mais j'avais tellement envie de le lire. Et donc, dans ce tome 3, on retrouve Broline, qui est l'enquêteur qu'on a rencontré dans le tome 1, et Annabelle, qui était l'enquêtrice principale du tome 2. L'auteur le dit lui-même au début de celui-là, on n'a pas besoin réellement d'avoir lu les tomes 1 et 2 pour lire celui-ci. L'enquête se suffit à elle-même, c'est juste que avoir lu les tomes 1 et 2 permet de mieux comprendre l'état d'esprit de Broline dans celui-ci. Et il y a quelques petites références qui sont faites à la relation d'Annabelle et Broline et aux enquêtes d'avant, qu'on ne comprendra pas du coup si on n'a pas lu le tome 1 et le tome 2. Par contre, vers la fin du tome 3, il y a vers la fin de celui-ci, du coup, il est fait référence à une révélation du tome 2, et cette révélation a lieu vers la fin du tome 2. Du coup, moi je conseillerais quand même d'avoir lu le tome 2 avant, pas tant pour comprendre l'histoire du tome 3, mais juste pour éviter d'avoir cette espèce de mini-spoiler dans le tome 3 avant d'avoir lu le tome 2, parce que je trouve dommage d'avoir cette révélation-là avant même d'avoir commencé à lire l'enquête du tome 2. Du coup, voilà, c'est mon petit conseil, vous en faites ce que vous en voulez. Donc, pour celui-ci, alors, pour les deux premiers, l'espèce de mise en garde et de warning pour lire les deux premiers, c'est si vous aimez pas les trucs flippants, les scènes un petit peu sanglantes et un peu gore, ne lisez pas les tomes 1 et 2 qui sont L'âme du mal et In Tenebris. Pour celui-ci, le côté sanglant n'est pas présent. Par contre, si vous avez peur des araignées, voire si vous êtes arachnophobe, ne lisez pas ce livre. Voilà. Moi, j'ai pas peur des araignées. Je fais pas la maline hein, quand il y a une araignée, c'est pas ma meilleure amie non plus. Mais je suis capable de me contrôler, de la chasser, de la tuer, enfin, faire ce qu'il faut faire pour que l'araignée s'en aille. Mais je flippe pas complètement quand il y a une araignée, je suis capable de me maîtriser. Et pourtant, il y a 2-3 petites scènes dans ce livre où, oh putain, où ça donne des frissons et tu te dis, oh putain, s'il y a une araignée qui débarque là maintenant tout de suite, je vais pas du tout faire la maline. Je vais monter sur la chaise ou je sais pas ce que je vais faire, mais c'est pas possible. On parle d'araignées venimeuses, on parle d'araignées qui tuent des gens, il y a des scènes où t'as une araignée qui est en train de monter le long de la jambe de quelqu'un et tu sais qu'elle va le piquer et qu'elle va le tuer, c'est charmant. Donc voilà, n'hésitez pas là si vous avez peur des araignées. Et donc pour l'histoire, eh ben c'est ça en fait, donc on est à Portland, là où vit Broline, et Annabelle vient le voir pour les vacances, en fait elle vient le voir juste parce que c'est son amie, et elle va se retrouver embarquée dans cette enquête-là. Donc en fait, ils se rendent compte au début du livre qu'il y a de plus en plus d'accidents avec des araignées venimeuses, qu'il y a des araignées qui se baladent dans les maisons et qui piquent les gens. Alors elles tuent pas forcément, mais on se dit c'est bizarre quand même qu'il y ait autant d'attaques d'araignées et autant de piqûres d'araignées, alors qu'on n'est pas du tout dans une région où il y a des araignées, c'est un peu le bordel. Et dans le même temps, on se met à retrouver des corps dans des mises en scène extrêmement bizarres. Et donc, Broline va enquêter là-dessus. J'ai adoré ce tome, vraiment. Il est extrêmement long, et comme je l'ai lu, j'ai mis 2 semaines à le lire parce que je lisais d'autres choses en parallèle et que je lisais moins, comme je l'ai dit, mais il fait plus de 100 pages, hein, c'est un beau petit bébé. Mais franchement, ça fait trop bien. Ce qui est bizarre, c'est que vers la moitié du livre, j'ai commencé à me dire, c'est un peu long quand même, il se passe pas grand chose, et là, boum, il se passe un truc, et franchement, au moment où il se passe ça, si j'avais eu Maxime Chatham en face de moi, je jure que je lui aurais collé une baffe, parce que ce qu'il a osé faire, c'est juste horrible, ça se fait pas en fait. Maxime, enfin franchement, Monsieur Chatham, on fait pas ça à ses lecteurs, c'est horrible ce qu'il a fait, enfin bref, j'ai adoré ce livre, vraiment. La psychologie de Broline est très bien développée, c'est juste vraiment cool. Je sais pas comment il arrive à faire ça, mais c'est vraiment génial. Et il y a aussi le fait que j'ai trouvé ce livre-là construit un peu comme un Agatha Christie. En fait, c'est-à-dire que d'habitude, dans les 2 premiers tomes et dans les thrillers que j'ai lus jusqu'à présent, plus on avance dans le livre, et plus plus on précise quel genre de tueur on cherche, et donc plus on a une idée de qui ça peut être et de qui fait ça. Et là, en fait, plus on avance, et plus la liste des suspects s'agrandit. C'est-à-dire qu'au début, on en a 1, puis 2, puis 3, puis 50, puis on est là, mais c'est qui? Enfin, plus on avance dans le livre, et plus on a de suspects, du coup on est complètement perdu, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment on va y arriver? Et à la fin est juste géniale, vraiment. Alors je dirais pas que j'avais deviné qui fait ça et qui a tué parce que c'est un Maxime Chatham. J'avais l'intuition de qui a fait ça, mais là où Maxime Chatham est très fort, c'est que comme c'est un Maxime Chatham, même quand j'ai une intuition, je me dis non, ça peut pas être ça, c'est pas possible que je trouve en fait. Or, j'avais trouvé.
mais je m'auto-persuadais que c'était pas ça parce que je ne pouvais pas trouver. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bref, j'adore Maxime Chatham. D'ailleurs, il y a un espèce de tome 4, c'est-à-dire que dans le tome 2, on a rencontré Annabelle, donc, et il y a une histoire autour du mari d'Annabelle. Et à la fin, il dit que peut-être il écrira l'histoire du mari d'Annabelle, et il se trouve que depuis il l'a écrite, donc je pense que je dirais ça parce que j'avoue que j'ai pas mal hâte de savoir qu'est-ce qui passe autour de son putain de mari. Voilà. Ensuite, j'ai lu Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. Je crois pas que je l'ai présenté en book haul parce que ma grand-mère me l'a passé tout début mars, je crois. Et du coup, je l'ai lu quasiment direct parce que je sortais de Maléfice qui était un beau petit pavé quand même. Et je voulais une lecture facile, une lecture légère, une lecture sympa. Et on en a beaucoup entendu parler de l'auteur. Donc elle a écrit 3 livres en tout. Donc Mémé dans les orties, En voiture Simone, Une minute papillon. Et l'été dernier, beaucoup de monde lisait ses livres. Je pense que c'est dû au fait qu'en été, même les gens qui ne lisent pas achètent un livre pour lire pendant les vacances, et du coup, on a beaucoup vu ce livre-là. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu entre les mains de personnes avec qui j'étais cet été. Et du coup, quand elle me l'a passé, je me suis dit, bon, allez, je me suis lancée. Donc, on y rencontre Ferdinand, qui a 82 ans, qui fête ses 83 ans au début du livre. Il vit dans une résidence avec que des personnes d'à peu près son âge, et majoritairement des femmes. Et en fait, ils sont rentrés dans un espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que lui reste dans son coin, dans sa maison, il ne demande rien à personne, il veut juste qu'on ne le fasse pas chier. En fait, il ne s'intègre pas du tout aux gens, mais il veut rester tout seul, en fait. Et du coup, les femmes se mettent à parler sur lui parce qu'il reste tout seul. En fait, il leur a rien demandé, mais du coup, elles se mettent à cancaner sur lui. Et vu qu'elles se mettent à cancaner sur lui, il se met à leur faire des petites blagues, en fait. Du coup, voilà, ils sont rentrés dans ce cercle vicieux et ça ne s'arrête jamais. Et donc voilà, on va suivre son quotidien. Alors en fait, le côté renfermé, le côté vieux bougon, me dérange pas franchement parce que je suis moi-même une fille extrêmement solitaire. Ça désespère ma mère que je sois capable de passer des heures dans ma chambre à lire et à regarder des séries, mais moi j'aime bien. Donc le côté solitaire et vieux bougon me dérange pas. Ça a commencé à me déranger, c'est le côté légèrement misogyne sur les bords et le côté vieux schnock. Moi j'appelle ça un vieux schnock, je suis désolée, mais j'appelle ça un vieux schnock. Donc je vais détailler ça tout de suite. Le côté misogyne n'est pas réellement présent, c'est juste qu'il est divorcé et du coup il passe son temps à critiquer sa femme. Alors qu'il critique son ex-femme, moi ça me dérange pas, enfin je veux dire, je comprends qu'il y ait du ressentiment, ils étaient mariés, puis ils ont divorcé, etc. Surtout qu'elle l'a trompé, je crois, donc jusque-là c'est pas de problème. Mais il y a une phrase qui m'a fait grincer des dents, c'est en fait, les femmes, elles disent plein de trucs, elles font plein de choses pour s'émanciper, mais elles aiment bien quand les hommes, ils décident à leur place. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, non? Bah non, en fait, non. Du coup, là, ça m'a fait un petit peu grincer des dents, j'ai continué à avancer dans le livre, mais plus j'avance et plus je suis face à une personne âgée, donc un homme de 82-83 ans, qui passe son temps à critiquer les jeunes. Et là, on entre dans quelque chose qui me met hors de moi, mais vraiment hors de moi. Donc j'ai abandonné le livre parce que j'étais en train de vraiment m'énerver. Et c'est dommage, donc j'ai lu 68 pages, voilà. Mais je peux pas, en fait, je peux pas. En fait, ce qui m'énerve avec toutes ces personnes-là, donc j'englobe dedans toutes les personnes de plus de 60 ans qui font ça. Non, pas toutes les personnes de plus de 60 ans, il y en a qui ne le font pas. Mais il y en a beaucoup qui le font et franchement ça me saoule. En fait, toutes ces personnes-là ont été élevées avec l'idée que tu dois respecter tes aînés. Donc elles s'attendent à ce que toutes les personnes plus jeunes qu'elles les respectent. Jusque-là, j'ai rien contre. Enfin, je veux dire, ok, d'accord, très bien. Tout le monde doit respecter tout le monde, donc les jeunes doivent respecter les personnes âgées. Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est que ces personnes-là passent leur temps à critiquer les jeunes. Ouais, les jeunes ils font n'importe quoi, blablabla, de mon temps on était respectueux, blablabla, de mon temps c'était pas comme ça, de mon temps blablabla, blablabla. Ça m'énerve. Je reviendrai aux phrases qui commencent par de mon temps dans 2 secondes. Et donc, ces personnes-là passent leur temps à critiquer toutes les personnes plus jeunes qu'elles, sous prétexte que la génération, c'est n'importe quoi. Et dans le même temps, s'attendent à ce qu'on les respecte, qu'on leur dise bonjour, ça va, vous allez bien. Bah non, en fait. Mon gars, si tu passes ton temps à me critiquer et à me dire que ce que je fais c'est de la merde au quotidien, je vais pas te respecter, parce que toi tu me respectes pas en fait. Et c'est ça qui m'énerve avec ces personnes âgées-là, c'est que, sous prétexte qu'elles ont 60, 70 ans, 80 ans, elles croient qu'elles peuvent dire tout et n'importe quoi et qu'on les respectera quand même parce que c'est la personne âgée, parce qu'elles sont mûres, parce qu'elles ont vécu plein de choses, blablabla. Bla bla bla. Et moi ça me saoule, ça m'énerve au plus haut point. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que, ok, d'accord, il y a des choses que les jeunes font aujourd'hui qu'ils ne devraient pas faire, il y a encore des trucs qu'on fait et qu'on ne devrait pas faire, il y a encore des trucs sur lesquels on a à travailler, mais il y a pas mal eu d'évolution positive et il y a pas mal eu de trucs qu'on fait aujourd'hui, qu'on n'avait pas le droit de faire avant, qu'on a fait évoluer et qu'on a fait avancer dans le bon sens. Alors peut-être que pour eux c'est négatif, mais moi je veux pas, enfin, mais pour nous c'est pas négatif. Et les phrases qui commencent par de mon temps, je supporte pas en fait. De mon temps, blablabla. Bah ouais, mais en fait, on n'est plus de ton temps. Ta jeunesse c'est fini, donc tu nous fous la paix en fait. Voilà, je suis en train de m'énerver, donc je vais arrêter d'en parler. Je peux pas lire un livre avec un personnage aussi
aussi relou que lui, qui passe son temps à critiquer les jeunes juste pour critiquer les jeunes. Moi ça me saoule. Après ça, j'ai lu Les anges sont de mauvais poils, donc le tome 3 de Félicité Hadcock, écrit par Sophie Jomain. Donc dans cette histoire, enfin dans cette saga, on suit Félicité Hadcock, qui dans le tome 1 attire toutes les bêtes naturelles à elle, enfin tous les anges et tous les vampires principalement, dans le tome 1. Et du coup, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment elle et ce qui se passe en fait avec elle. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas elle par hasard. Et c'est pour ça que j'avais abandonné l'autre saga qu'a écrit l'auteur, je ne sais plus c'est quoi, les étoiles de Nosed, c'est écrit derrière. Parce que en fait, dans les étoiles de Nosed, on suit une humaine, totalement humaine, qui tombe au milieu d'un univers surnaturel. Je sais plus quelle bête c'est dans les étoiles de Nosed. Et moi j'aime pas ça, quand on est dans un monde fantastique, raconté d'un point de vue totalement humain, avec une humaine qui a clairement rien à foutre là, moi j'aime pas, ça me saoule, ça m'énerve, je supporte pas. Du coup j'ai abandonné les étoiles de Nosed. Ce qui me dérange dans les étoiles de Nosed ne me dérange pas dans Félicité Hadcock, parce que ici c'est pas une humaine par hasard. Au cours du tome 1, on sait pas exactement ce qui se passe, mais on comprend bien que si c'est elle en particulier, c'est pour une raison. Il y a une raison pour laquelle elle attire les vampires à elle. Donc j'aime bien ce côté-là. Par contre, les tomes se lisent super vite et j'aime bien l'héroïne et l'histoire. Sauf que au début, pendant la moitié du livre, j'avais l'impression de lire une succession d'événements sans aucun lien les uns avec les autres. Il se passe des trucs. Et le seul lien, c'est elle en fait. C'est comme une vieille série des années 80 où épisode par épisode, on a une histoire par épisode en fait, avec les mêmes personnages, avec le même personnage principal. Mais les épisodes n'ont pas de réel lien entre eux. Ce qui se passe dans l'épisode 1 n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'épisode 2 et ainsi de suite dans toute la saison des vieilles séries en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Après, ça se lit bien, ça se lit vite. Le seul autre petit truc qui me dérange, c'est que autant dans le tome 1 et dans le tome 2, on a que des vampires et des anges, autant là, on a les loups-garous qui débarquent, les licans, les métamorphes, les demi-démons, les entre-deux, les blablabla, les anges, je sais pas quoi. Enfin, c'est une espèce de toutes les créatures naturelles possibles, elle les a mis là, et en fait, ils n'ont pas de réelle utilité, quoi. Ils servent pas à grand chose, si ce n'est à donner un espèce de bestiaire de toutes les êtres naturels. Du coup, je trouve ça un peu dommage de créer autant de bêtes naturelles qui servent au final pas à grand chose. Mais bon, c'est pas grave. À la fin du tome 3, il se passe quand même un événement qui me donne particulièrement envie de connaître la suite. Du coup, même si globalement mon avis sur le tome 3 est le même que sur le tome 2, à savoir c'était bien mais c'était pas ouf, je vais quand même lire le tome 4 et le tome 5 et les acheter de case dès que je les trouverai, parce qu'avec cette putain de fin, j'ai envie de connaître la suite. Pardon pour le grand mot. Ah, et j'écoute toujours I Love You de Ingrosso en écoutant cette saga. Si vous voulez écouter la musique, elle est en barre d'infos. Enfin, le lien est en barre d'infos. Hein. Voilà. Bref, mon lecture est terminée. Je suis désolée pour le mini coup de gueule. Je voulais me contrôler, mais j'ai pas réussi. Bon, voilà, c'est un thème qui m'énerve un peu plus au point. Mais bref, voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne vie. Et je vous dis à bientôt.